je ne vais pas parler des affaires judiciaires. Je ne connais pas les dossiers, les journalistes ne sont pas des magistrats, mais parler de l'homme que vous êtes, François Fillon, qui aspire à devenir président de la République et sur lequel il y a des interrogations. Pour le dire simplement, est-ce que vous êtes, François Fillon, un homme d'argent? Bien sûr, vous êtes un homme de la chose publique, mais est-ce que vous êtes aussi un homme frustré parce qu'il n'a pas assez d'argent et qui cherche à en avoir plus? Monsieur Pujadas, ça fait 2 mois que la presse déverse sur moi, sur ma famille, des torrents de boue. Et donc vous allez me permettre ce soir, puisque vous me donnez l'occasion de m'expliquer, J'ai été élu à 27 ans. Ça fait à peu près 36 ans que je me consacre à la chose publique. J'ai été maire d'une ville de 15 000 habitants pendant 18 ans, réélu 3 fois avec plus de 70% des voix. Est-ce qu'une seule fois, on a mis en cause mon honnêteté, mon intégrité, ma capacité à prendre des décisions en fonction de l'intérêt général? Jamais. J'ai ensuite été président d'une grande collectivité, d'un département, puis d'une région, la région des Pays de la Loire. Est-ce qu'une seule fois, il y a eu un soupçon, une enquête, une rumeur, une affaire me concernant et concernant mon honnêteté? Jamais. Ensuite, j'ai été ministre pendant plus de 10 ans, dont 5 ans comme Premier ministre. Est-ce qu'une seule fois, il y a eu un soupçon sur le fait que je ne suivrais pas, au fond, l'intérêt général, que je privilégierais des intérêts privés par rapport à l'intérêt général? Jamais. Et voilà que tout d'un coup, 2 mois avant l'élection présidentielle, je deviens un personnage sulfureux. Pour tout dire, parce qu'au fond, c'est la question que vous posez, corrompu. Pas forcément. Non, mais c'est un homme l'image. Qui aime l'argent, c'est la question que je vous posais. C'est l'image qui a été véhiculée depuis des jours et des jours par la presse sans aucune mesure. Et c'est une image, je vais vous dire, qui évidemment me blesse, dans laquelle je ne me reconnais pas, et qui m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. Parce que vous avez été tenté souvent penser à Pierre Bérégovoy. De mettre fin à vos jours. En tout cas, j'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d'un coup, l'image qui est donnée de vous est une image qui est le contraire de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être. Alors, disons les choses. Et alors, je veux continuer parce que il faut que je m'explique maintenant, puisque vous me posez la question. Mais commençons par ça, si vous voulez. On me reproche 3 choses. On me reproche d'avoir fait travailler mon épouse comme des centaines de parlementaires avant moi et comme des centaines de parlementaires après moi. Il y a même des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui qui ont leur épouse qui est attachée parlementaire. Sauf que votre épouse disait « je ne travaille pas aux côtés de mon mari ». Sauf que j'ai apporté la preuve à travers des témoignages nombreux, à travers des documents, que mon épouse travaillait à mes côtés. Ce n'est pas ce qu'elle disait elle-même. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est ce que j'ai prouvé. Et d'ailleurs, compte tenu de l'acharnement mis par le système judiciaire dans cette affaire, si les juges avaient pu prouver que mon épouse n'avait pas d'emploi, que son emploi était fictif, je peux vous dire que ça fait longtemps que vous le sauriez et que j'aurais été emmené devant un tribunal. On peut vous dire que l'enquête est en cours. Oui, elle est en cours. Ça, c'est sûr qu'elle est en cours avec une rapidité du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Du jamais vu. En tout cas, moi, j'ai une certitude, c'est que la justice finira par démontrer que je suis innocent et que mon honneur et celui de mon épouse est intact. Deuxième reproche qu'on me fait, celui d'avoir une activité professionnelle à côté de mon activité parlementaire. Oui, je l'assume, tout le monde le sait, depuis 2012, je fais des conférences dans le monde, j'ai une société de conseil. Quand j'ai quitté Matignon, j'ai beaucoup hésité à poursuivre la vie politique. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont nés en se disant « un jour, je serai président de la République ». J'ai beaucoup hésité avant d'être candidat. Je voulais avoir une activité professionnelle. Je la revendique. Je vous dis une chose, Monsieur Pujadas. Vous ne pourrez pas trouver, d'ailleurs personne n'a trouvé, vous ne pourrez pas trouver une seule décision de François Fillon parlementaire, un vote, un amendement, un discours à l'Assemblée nationale, ou une position de François Fillon, homme politique, qui soit influencée par mes activités privées. Permettez que je vous pose une question là-dessus, François Fillon, et je voudrais vous montrer cette photo. Lorsque votre société de conseil signe un contrat avec un homme d'affaires libanais et qu'elle empoche 50 000 euros de factures, d'argent, pour un service bien précis qui est de présenter à cet homme-là Vladimir Poutine. Mensonge et honté. D'ailleurs, l'article du Canard enchaîné ne le dit même pas. Le Canard enchaîné est beaucoup plus prudent que ça. Vous démentez avoir perçu cette somme pour présenter Vladimir Poutine à cet homme d'affaires? Bien sûr, vous me prenez pour qui et vous prenez M. Poutine pour qui? C'est une insinuation, d'ailleurs, dans l'article. Juste une insinuation. J'ai effectué un travail de conseil pendant des mois pour cette entreprise. De conseil ou de relations publiques? De conseil pour une très grande entreprise.
Non, de conseil pour une grande entreprise, pour l'aider à s'implanter sur un certain nombre de Pardonnez-moi, mais marchés. quand on dit ça, tout le monde pense, François Fillon, comme Premier ministre, il s'est fait un énorme carnet d'adresses et il le met à profit dans une activité privée Pour faire du conseil. au service d'un homme d'affaires libanais, par exemple. Pour faire, alors d'abord, pardon, mais il y a un petit côté un peu méprisant en disant un homme d'affaires libanais. Bon, un chef d'entreprise. Oui, c'est un Allons-y grand pour le homme chef d'entreprise. C'est d'entreprise. une des plus grandes entreprises Est-ce que ça n'est pas en matière pétrolière mélanger dans les le intérêts monde. publics et privés lorsqu'on utilise un carnet d'adresses C'est une constitué en tant que question Premier d'éthique ministre? personnelle. Je vous dis qu'à aucun moment, vous ne pourrez trouver une seule action politique de François Fillon qui soit influencée par mon activité professionnelle. Cette activité professionnelle, elle est légale. Il y a beaucoup d'autres parlementaires qui ont des activités professionnelles, de conseil, d'avocats. On peut demain estimer qu'il faut les interdire, c'est un débat qu'on peut avoir, mais en tout cas, on ne peut pas venir aujourd'hui me faire à moi seul ce reproche-là et me présenter comme on le fait, comme quelqu'un qui aurait été touché 50 000 $ pour présenter un homme d'affaires au président Si vous Poutine. n'aviez pas été Premier ministre, François Fillon, vous n'auriez pas pu exercer ce travail à un tel niveau. Bien sûr que si. Donc est-ce que le conflit d'intérêts n'est pas là? Ce travail de conseil, il correspond aussi à ce que j'ai appris, à ce que je sais faire. Et pour moi, c'était d'ailleurs très important de démontrer que j'étais capable d'avoir une activité. Et alors bien sûr. Et ces contacts qui sont noués parce que vous êtes Premier ministre. Et alors, est-ce que ça influence les choix politiques qui sont les miens? Mais il y a une troisième affaire qu'on me reproche, et dont je voudrais m'expliquer. On me reproche d'avoir accepté un cadeau, d'avoir accepté des costumes d'un très vieil ami. Des costumes de luxe. Pour lequel j'ai de l'affection. Un très vieil ami, vous le connaissez depuis quand? Depuis plus de 20 ans, qui est un homme dont la réputation n'est pas, ou plutôt qui vaut mieux que la réputation qui lui a été faite. Robert Bourgi. Qui a beaucoup servi notre pays. On va le nommer. Beaucoup servi la France. Robert Bourgi, son nom a circulé. C'est un homme, et qui offert, un avocat qui sert souvent d'intermédiaire entre la France et l'Afrique. Et qui m'a offert, dans une relation strictement privée, sans la moindre contrepartie, des costumes. J'ai eu tort de les accepter. J'ai eu tort. J'ai eu tort, je vois que ça a choqué beaucoup de gens. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc ces costumes, je les ai rendus. Vous les avez rendus à celui qui me les a offerts, tout en lui conservant mon affection. C'était une erreur. Vous les aviez portés? Oui, je les avais portés. Oui, je les avais portés. Oui, je vous dis la vérité. Voilà. Ça ne m'a pas empêché de les rendre. Ce sont les deux seuls costumes que vous aviez reçus? Il y en avait 3. Mais je vais terminer par une dernière chose. Vous ne pensez quand même pas que toute cette affaire est née comme ça, par hasard? Monsieur Fillon, avant d'en arriver là, je veux juste vous poser une question sur ces costumes. Lorsqu'on offre des costumes d'une telle valeur à quelqu'un qui est candidat à la présidence de la République, puisque si je ne m'abuse, il vous les a offerts après que vous ayez gagné la primaire, c'est qu'on attend un retour. Non. C'est qu'on vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'autres hommes politiques qui ont été cités, ayant offert et reçu des cadeaux du même ordre, et même dans la même maison de couture. C'était d'ailleurs une maison qui habillait François Mitterrand, je ne suis pas sûr qu'il ait souvent payé des costumes, qui habillait Pierre Moscovici, qui habillait d'ailleurs une grande partie du Parti socialiste. Voilà. C'est une très belle maison qui fait des choses magnifiques. Donc non, on n'attend pas de contrepartie. Alors vous il y a parfois des gens qui ont des relations amicales et qui sont capables de gestes qui ne demandent pas de contrepartie. Vous nous dites j'ai fait une erreur pour ces costumes. Est-ce que, compte tenu de la date à laquelle vous avez décidé de les rendre, donc tout récemment, j'imagine, est-ce que ça n'est pas plutôt la pression publique qui vous pousse aujourd'hui à dire... C'est évidemment le constat que j'ai fait, que cette affaire avait choqué beaucoup de Français, qui me l'ont dit d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai mesuré que j'avais commis cette erreur de jugement et je les ai rendus. Mais ça va pas m'empêcher... Est-ce que vous êtes pardonnez-moi, je reviens à ma première question. Est-ce que vous êtes un homme d'argent? Vous avez regardé mon patrimoine? Mon patrimoine est légèrement moins important que celui de M. Mélenchon. Je peux vous dire ce qu'on dit dans votre entourage? Oui. On dit François Fillon, il pense au fond de lui que les hommes politiques de premier plan, et c'est une opinion qui est respectable, ne sont pas assez payés. Il a vu pendant 30 ans des hommes politiques de premier plan encaisser des commissions, faire circuler des mallettes. Lui aurait toujours refusé et du coup, il gratte, entre guillemets, pardonnez-moi pour l'expression, il récupère tout ce qu'il peut sans essayer de sortir, en essayant de ne pas sortir du cadre. Non, écoutez, je vous dis, regardez mon patrimoine. Je vous dis, mon patrimoine est moins élevé que celui de M. Mélenchon.
Donc non, j'aime bien vivre de façon confortable, bien entendu, et je ne vais pas dire à des Français qui souffrent et qui sont en difficulté que les revenus d'un parlementaire et ceux qui sont les miens ne sont pas suffisants. C'est pas la question. On va parler de ce que vous appelez une machination. Voilà, mais je voudrais d'abord vous faire réagir aux paroles d'un candidat qui a réussi à s'imposer sur le thème de l'exemplarité. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec lui. Écoutez. Sincère, honnête, dévoué à la France, nous devrons l'être plus que jamais. Une nouvelle éthique républicaine est nécessaire pour rendre aux détenteurs de l'autorité l'exemplarité sans laquelle le pouvoir n'est pas légitime. La droiture doit être une vertu de la droite. On n'est respecté que quand on est honnête, qu'on est transparent. Nous devons entendre les Français. Nous devons entendre leurs demandes d'honnêteté, de courage et de vérité. François Fillon, vous étiez le monsieur propre de la campagne. Et vous le savez, beaucoup de vos proches ont été stupéfaits en apprenant les faits dont on vient de parler. Pardon, le mot est lourd, mais est-ce que vous êtes un homme de dissimulation? Monsieur Pujadas, en apprenant quoi? Les costumes, le prêt sans intérêt qui ressemblait à un don qui a été remboursé in extremis, le fait de faire travailler votre famille. Et le fait de faire travailler ma famille, ça a surpris mes collègues. Il n'était pas au courant pour beaucoup d'entre eux. Alors que plusieurs centaines d'entre eux le font ou le faisaient. Ça, c'est autre chose. Bon. Mais venant de vous, ils ne s'attendaient pas à ça. Je suis honnête, monsieur Pujadas. J'ai pu commettre des erreurs, j'en ai confessé une. Et je suis honnête. Profondément honnête. Et jamais dans ma vie politique, je n'ai pris une décision contraire à l'intérêt général. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne n'arrive à en trouver des accusations qui montreraient que dans des situations de conflit d'intérêts, au fond, j'aurais favorisé des intérêts privés. Mais est-ce que vous êtes l'homme exemplaire dont vous parliez dans ces meetings? Eh bien, j'essaie de l'être, voilà. J'essaie de l'être. On ne l'est jamais suffisamment. J'ai sûrement commis des erreurs. Je les ai confessées. Mais maintenant, je veux alors, quand même vous avez dire dénoncé une machination. Oui, non, parce que c'est trop facile, cette histoire. Mais alors, c'est trop facile. Qui est à l'origine de cette machination, selon vous? Le premier sujet, l'emploi de mon épouse, n'est pas un sujet. C'est un emploi qui est légal et qui, encore une fois, correspond à quelque chose qui est assez général ou qui a été assez général dans le monde politique. On peut en discuter, mais personne ne peut dire que c'est illégal. Et quant à mes activités privées, je m'en suis expliqué, elles sont parfaitement légales. Donc, qu'est-ce qu'on me reproche vraiment ? Pourquoi est-ce que cette affaire a pris cette importance? Pourquoi est-ce que depuis 2 mois, on ne parle que de ça? Pourquoi est-ce que des dizaines d'enquêteurs sont sur mes basques en permanence? Pourquoi est-ce qu'on perquisitionne partout, chez moi, chez mes amis, depuis des semaines et des semaines? Qui est à l'œuvre dans ce que vous appelez une machination, alors? Eh bien, vous avez aujourd'hui des journaux qui reçoivent des documents 48 heures après qu'ils aient été saisis dans des perquisitions, par exemple dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Qui leur donne ces documents? Des services de l'État. Et vous pensez que ces services de l'État le font sans être couverts par leur hiérarchie? Des politiques ou la justice, d'après vous? Je vais aller beaucoup plus loin, monsieur Pujadas. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, comme peut-être plusieurs d'entre vous, qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis, puisque 2 d'entre eux sont des journalistes du Canard enchaîné. Un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, le cabinet noir, en tout cas à travers ces allégations. Et moi, ce soir, solennellement, je demande qu'il y ait une enquête ouverte sur les allégations qui sont portées dans ce livre, parce que c'est un scandale d'État. Si ce qui est écrit dans ce livre est vrai, je pense que dans l'histoire récente de la Ve République, un chef d'État n'est jamais allé aussi loin dans l'illégalité, la prise de pouvoir sur des services sur lesquels il ne devrait pas avoir autorité. C'est une accusation grave de scandale d'État. Il faut que ces allégations soient vérifiées. Mais quand je vois qu'en 2 heures, on a ouvert une enquête sur l'emploi de ma femme,
Je pense qu'en quelques jours, on peut ouvrir une enquête sur un livre qui accuse gravement le chef de l'État. Juste un mot et puis on va enchaîner. Bruno Le Roux, une enquête a été ouverte là aussi en quelques heures. Il a démissionné en 24 heures. Est-ce qu'il a fait preuve d'un esprit de responsabilité? Alors, il y a deux différences qui ne vous ont pas échappé. La première, c'est qu'il employait des enfants de 16 ans. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'emploi de ma femme. Et la deuxième, c'est que M. Le Roux n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Or, dans cette affaire, pourquoi est-ce que, envers et contre tout, j'ai maintenu ma candidature? Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, M. Pujadas. Je vous rappelle que lorsque j'ai réuni au Trocadéro des dizaines et des dizaines de milliers de Français, j'ai fait un discours dans lequel j'ai laissé ouvert une porte pour mon départ. Mais cette porte, pour qu'elle s'ouvre, il aurait fallu qu'il y ait une alternative. Parce que je ne peux pas imaginer que la droite et le centre n'aient pas de candidat à l'élection présidentielle. Or, malheureusement, je pense que c'est ce que veut le pouvoir. Se sachant dans l'incapacité de gagner cette élection, il a décidé de trouver le moyen d'éliminer le candidat qui représente l'alternance. Le seul candidat qui représente l'alternance. Si Alain Juppé avait pu prendre le relais, entre guillemets, Alain Juppé vous n'auriez pas forcément eu la même position. Indiqué qu'il était candidat à cette élection, on aurait eu une discussion ensemble, mais je ne suis pas une tête brûlée. Je mesure la difficulté de la mission qui est la mienne, compte tenu de tout ce qui m'est tombé dessus. Et encore une fois, relisez ce discours. C'était un discours qui ouvrait une porte à une solution alternative. Cette solution alternative, elle ne s'est pas présentée. Bien. On en vient, François Fillon, à vos propositions économiques.